Alors, il y a la Fondation Léa Nature aussi. Fondation d'entreprise du groupe Léa Nature. Alors, je ne suis pas allé voir exactement ce que c'était que cette entreprise, mais c'est aussi une entreprise qui, j'imagine, finance avec des idées, une idée derrière la tête. Elle aussi, vous n'avez plus de financement de leur part? Si, on a des financements de projets, mais alors je vais peut-être clarifier notre méthode de financement. Déjà, nous, on a une charte de financement interne. Donc chaque financeur est soumis à cette charte, je pourrais vous la transmettre. Et ensuite, en fait, les fondations n'interviennent pas sur notre projet politique ou sur nos activités. C'est nous qui proposons des projets qu'on soumet à différents bailleurs et charge à eux de décider. Et donc, je suis pas dans la tête pour savoir quelles idées ils ont derrière, mais de décider s'ils souhaitent de soutenir une campagne de sensibilisation sur l'agroécologie, un événement pour faire connaître la politique agricole commune en France, des vidéos pour les réseaux sociaux. Mais en fait, le choix des activités relève dans tous les cas d'un choix soit de notre comité de pilotage, qui est le conseil d'administration, ou de notre assemblée générale. Et ça, c'est notre plan d'action qui est défini au préalable. Et ensuite, sur cette base, on soumet ça à des financeurs. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas des financeurs qui viennent en nous demandant de porter certains projets. Mais pour être clair, on serait extrêmement favorable et extrêmement ravi si on pouvait avoir du financement public pour exercer notre activité, hein. On se passerait vraiment bien de l'argent des fondations, il n'y a pas de problème. Mais voilà, la question, enfin, c'est une vraie question qui rejoint celle de la souveraineté alimentaire, justement, de l'expression des organisations de citoyens, d'agriculteurs que nous représentons, qui par nature ne sont pas des organisations marchandes, donc doivent trouver de l'argent pour s'organiser. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? Enfin, moi, la réponse, c'est l'argent public, évidemment, mais on a bien du mal à en trouver. Donc, mais vous avez raison de poser ces questions-là, parce que c'est des vraies questions sur le financement de la démocratie et de la construction de la souveraineté agricole dans son aspect démocratique, la souveraineté alimentaire dans son aspect démocratique. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, je vous rends ce point, c'est que vous avez été parfaitement transparent. La preuve, j'ai trouvé ces entreprises, enfin en tout cas ces fondations d'entreprises sur votre site internet, donc là-dessus, il n'y a pas de souci sur la transparence. Bon, je pense qu'on restera quand même sur l'idée. Alors, ça peut être un vrai sujet, hein, effectivement, de financer par l'argent public votre indépendance, finalement, parce que, en tout cas, c'est le sentiment qui est en tout cas le mien, c'est que être financé par une fondation d'entreprise, en termes d'indépendance, ça pose question. Je sais que dans cette commission d'enquête, nous avons aussi, je crois que c'est la filière bovine qui pointait le fait que certaines associations, peut-être même qui sont membres de votre collectif, qui étaient financées par la Silicon Valley, ce qui pose, alors on aura peut-être dû... Qui finance la filière bovine? Il faut poser la question dans les deux sens. On pourra peut-être les reconvoquer pour leur demander, mais il me semble que les interprofessions sont financées par leurs adhérents, par les cotisations volontaires obligatoires. Donc là-dessus, bon, ça me paraît assez légitime. Oui, enfin, qui financent leurs représentants légitimes, leur interprofession. Dans ce cas-là, c'est assez naturel. Ça l'est quand même beaucoup moins quand une organisation qui mène un combat militant tout à fait respectable en lui-même, le mène avec des financements d'intérêts privés qui ont vraiment des idées derrière la tête. Voilà, donc c'est là où c'est vraiment une question qui reste un peu en suspens. Juste pour compléter là-dessus, faudrait faire un tableau comparatif des financements en fait, de chaque acteur que vous éditionnez, juste pour vous rendre compte un peu qu'on ne joue pas avec les mêmes moyens du tout. Et qu'après, parmi les organisations membres du collectif, il y a différentes... voilà, chaque organisation membre a son modèle de financement. Mais en tant qu'organisation qui représentons les intérêts des citoyens, les voix citoyennes, et qui avons chacune des bases bénévoles et des bases d'adhérents qui sont quand même conséquentes, on pourrait très bien imaginer que finalement, on serait aussi légitime à avoir une partie des financements publics qui représentent en fait ce que ces citoyens payent comme impôt chaque année pour nous aider à exprimer leurs voix, leurs souhaits, leurs interrogations. On est tout à fait ouvert à bénéficier de ces financements pour les prochaines années. Et juste pour compléter, enfin, on a quand même une partie de nos financements qui provient aussi
c'est pas subvention, c'est de cotisation, pardon, parce qu'en plus on est en plein appel à cotisation en ce moment, de nos membres. Mais nos membres, c'est des organisations de la société civile et qui, elles aussi, ont des budgets plus limités, je pense, que des entreprises membres des interprofessions. Et puis aussi, ont des enjeux à pouvoir rendre des comptes vis-à-vis des activités qu'elles doivent développer avec leur propre budget. Et on a aussi des structures qui sont très petites, qui reposent sur beaucoup de bénévolat, et donc on ne peut pas se permettre de leur demander des milliers d'euros pour pouvoir participer aux travaux du collectif Nourrir. J'ai deux questions, une réaction, deux questions pour terminer. La première sur le sujet du financement, on va pas rouvrir un débat, mais la question que pose le rapporteur est importante. Je trouve plutôt sain d'ailleurs que vous n'ayez aucune difficulté à y répondre et que de vous-même, dans vos présentations, vous fassiez part de vos financements. D'ailleurs, en plus, c'est même pas à jour, donc on voit qu'il y a... Voilà, que c'est pas forcément de tout ça, pas nécessairement pour cacher des choses, bien au contraire. Mais cette thématique en soi mériterait un travail colossal. Et donc, si on le commence avec des ONG, en fait, ou les structures associatives, il faudrait avoir un panorama complet et donc rentrer dans les interprofessions d'autres structures, alors qui ont aussi leur logique de financement, mais où en fait on verra aussi que ce sont qu'il y a certainement d'autres proportions des intérêts économiques, privés, etc. Moi, ça ne pose aucun problème. Moi, je suis pour le capitalisme. Je suis plutôt un libéral. Voilà. Donc moi, j'ai pas de sujet. Voilà, les acteurs sont libres, ils font ce qu'ils veulent, il y a des règles et il faut respecter les règles. Mais ça pose en fait beaucoup de questions en cascade. La question qui vous a été posée, alors je ne sais pas s'il y a des travaux qui existent, etc. etc. Mais on auditionne tout à l'heure l'ANIA, enfin, c'est aussi des questions qu'on pourrait leur poser. Avec quel budget ils travaillent dans les entreprises membres de l'ANIA qui sont nombreuses, quels sont les budgets qui sont, quelles sont les cotisations, en quelle ordre de grandeur, comment utiliser l'argent. Enfin bon, voilà, en fait, c'est un chantier qui est colossal. Ouais, vas-y. Je voudrais peut-être apporter une précision sur le sujet. Qu'une interprofession représente des entreprises privées, c'est le but d'une interprofession. Par nature, elle est là pour représenter les producteurs, les industriels, voire même la grande distribution qui siège au sein de ces interprofessions. Donc quand on auditionne à l'Assemblée nationale, quand ces interprofessions s'expriment, nous sommes tous évidemment conscients du fait qu'elles s'expriment au nom des intérêts de leurs entreprises. Votre collectif et un certain nombre d'associations qui en sont membres, c'est pas des représentants d'intérêts d'entreprise. Enfin, ce sont des organisations non gouvernementales dans lesquelles sont membres d'un certain nombre de bénévoles qui ont une position militante respectable. Enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais la difficulté, c'est que en tout cas sur les interprofessions, il est très clair que nous avons une interprofession qui défend les entreprises qui sont membres de cette interprofession. Dans le cas d'ONG qui sont financées par des fondations qui appartiennent à des entreprises qui, par ailleurs, quand même pourraient trouver un avantage à certains combats militants que vous pouvez avoir. L'industrie comment elle s'appelle Ecotone, le ladder européen de l'alimentation bio, si vous voulez, elle a tout intérêt à ce qu'on défende le bio et de quelle façon elle se sert finalement de votre combat militant en le finançant, quoi. C'est là où c'est beaucoup moins transparent. On aimerait, ce serait beaucoup plus légitime qu'il y ait une interprofession de ces entreprises et que Ecotone soit membre de cette interprofession. Dans ce cas-là, on comprendrait clairement, si vous voulez, qui parle. Voilà. Mais là, il y a une ambiguïté qui est quand même un peu problématique. Oui, juste pour répondre rapidement, pas sans s'étaler trop sur le sujet, mais
il me semble qu'on ne peut pas mettre au même niveau les lobbies qui représentent des intérêts économiques privés et le travail que font les ONG et les associations qui portent des intérêts publics. D'abord parce qu'on n'a pas du tout des financements à la même hauteur. Encore une fois, je vous invite à comparer les budgets avec lesquels on travaille avec les budgets de l'ANIA ou d'Interbev ou autres. On ne joue pas du tout dans la même cour. Mais ce n'est pas qu'une question de financement, c'est une question aussi de pratique. On n'a pas du tout, on n'a pas les mêmes méthodes de travail non plus. Nous, on joue la carte de la transparence, on joue aussi la carte du lien avec les personnes qu'on représente, les voix paysannes, les voix des publics précaires qui n'ont pas accès à une alimentation saine. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait en toute transparence. Donc, je pense aussi que on est tout à fait prône à entendre ces éléments-là, mais qu'il faut les rebalancer avec ce qui se passe du côté des acteurs économiques et faire la part des choses. Et on attend bien volontiers votre proposition de loi pour le financement de la société civile. Allez, moi, il y avait quand même deux questions que je voulais, juste deux petites questions de relance, et on essaie de conclure maximum dans 10 minutes. En réaction au débat intéressant que vous avez eu avant sur d'autres sujets avec le rapporteur. Premier, sur la pénibilité, quand même. Enfin, prenons le dernier siècle ou dernier 150 ans. Il y a quand même eu une baisse importante de la pénibilité en agriculture, enfin, au moins dans l'agriculture, on va dire, occidentale, même un peu plus loin. Et cette baisse très importante de la pénibilité, elle est due à la mécanisation, et qui continue d'ailleurs maintenant, mécanisation qui se greffe avec les avancées dans le domaine informatique. Donc, d'une certaine façon, je le dis, et ça invalide peut-être une partie de votre raisonnement, ou en tout cas, on va dire, vous êtes sur une ligne de crête, je trouve, sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai trouvé l'échange intéressant et je ne suis pas intervenu à ce moment-là. Mais les progrès de l'agriculture depuis 150 ans, alors il y a eu des choses parfois dommageables avec des externalités négatives, comme on dit. Bon, on peut penser au secteur des engrais, voilà, qui ont amené des progrès, mais aussi des engrais qui ont aussi amené beaucoup de choses négatives en termes de santé publique ou sur la qualité des sols, etc. D'ailleurs, qui ont amené à l'interdiction d'un certain nombre d'engrais. Mais si je mets de côté la question des engrais, oui, sur la mécanisation, enfin, c'est quand même quelque chose de majeur qui a amené un progrès social en agriculture. Voilà. Et ces progrès-là ont été plutôt portés, on va dire, par les grandes entreprises du secteur de l'agriculture. Et ces progrès-là ont été soutenus aussi parce qu'il y a eu des capitaux importants qui ont été investis et qu'il y a eu un système financier. Donc le capitalisme peut être porteur de progrès social, si je le résume comme ça. Et on l'a vu en agriculture. Et peut-être que l'agriculture est d'ailleurs un des meilleurs exemples. En fait, parce que peut-être que là, je pense que ce dont on parle, c'est les innovations technologiques de maintenant et le fameux triptyque numérique, robotique, génétique. Et vous faisiez écho à des améliorations technologiques qui ont permis de réduire la pénibilité, de faciliter le travail des agriculteurs. On sait aussi que dans le passé, il y a eu des fois des fuites en avant vers de la surmachination, de la surmécanisation qui a entraîné des surendettements. On a aujourd'hui des fermes qui sont intransmissibles. Donc c'est aussi pour dire ce qui a pu se passer avant. On sait qu'il y a aussi eu certaines dynamiques qui ont eu des effets et des impacts très difficiles pour certains agriculteurs et qui les mettent dans des situations sociales et économiques de désespoir total. Et donc notre propos, c'est pas de dire, et c'est ce qu'on disait, c'est pas de technologie, mais c'est déjà avoir un principe de précaution. Ce qu'on voit sur le triptyque robotique, numérique, génétique, il y a de nombreux chercheurs qui ont travaillé là-dessus, notamment Jeanne Huy qui a fait une thèse sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on repose beaucoup sur la promesse des fabricants, mais on a peu d'éléments sur un impact concret environnemental et social de ces technologies. Donc déjà, avoir un principe de précaution pour dire, s'assurer que la puissance publique ou des chercheurs indépendants puissent évaluer finalement les impacts réels et attendus et voir s'ils sont permis par cette technologie serait important. Et donc bien sûr, il faut soutenir en priorité des technologies
qui permettent l'autonomie des agriculteurs, des technologies à usage collectif aussi. Ça nous semble des pistes qui peuvent être intéressantes. On peut avoir des stations météo connectées qui sont collectives et pas faire que chaque agriculteur doive s'endetter là-dessus, parce que c'est ça aussi derrière. Mathieu mentionnait le fait que, à la fois, il y a, avec certaines de ces technologies, et j'utilise bien le mot certaines, on est sur une optimisation du modèle actuel qui permet pas justement de revenir à la nécessité de la diversification, et aussi sur le pousser au plus loin possible, mais donc dans une forme de standardisation qui permet pas donc là aussi le développement de d'autres types de pratiques agricoles et de les allier, mais surtout, et ça c'est vraiment voilà un très grand risque, c'est de reproduire des logiques et des cercles non vertueux pour le coup de surendettement, et donc là aussi après de continuer à rendre des fermes non transmissibles pour les futures générations. Donc c'est plutôt voilà, la question n'est pas d'être pour ou contre les technologies. L'innovation de toute façon elle est permanente, elle est aussi paysanne, on l'a dit aussi, mais c'est comment on évalue mieux ces technologies avant de faire une fuite en avant vers ce type de dispositif, parce qu'il peut y avoir des conséquences économiques, mais donc humaines derrière, très importantes. Et peut-être un autre élément sur l'utilisation de l'argent public. Parce que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 22 milliards de concours publics à l'agriculture, dont une partie qui est pour le financement de la technologie. Voilà, quand on est agriculteur, on peut avoir des financements quand on s'équipe de matériel, quand on construit un bâtiment, etc. Il y a un certain nombre d'outils sur la fiscalité agricole qui permettent aussi, il y a des mécanismes, vous savez largement mieux que moi d'ailleurs, qui permettent de défiscaliser quand on achète des matériels agricoles, et donc ça coûte très cher aussi en termes d'argent public. Et donc se pose la question de est-ce que cet argent public, finalement, qui est dépensé là, il n'aurait pas été plus utile ailleurs ? Et si je pousse l'exemple à, est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile, par exemple, pour financer des mesures agro-environnementales et climatiques pour permettre aux agriculteurs de faire évoluer leur système vers plus agroécologie. Donc voilà, c'est aussi ce questionnement-là sur l'utilisation de l'argent public. Puisqu'aujourd'hui, sur ces mesures agro-environnementales et climatiques qui permettent aux agriculteurs d'évoluer et dans certains cas de baisser leurs coûts de production parce qu'ils sont plus autonomes, on manque cruellement d'argent, ce qui fait qu'il n'y a qu'un quart du territoire où les agriculteurs peuvent prétendre à ces mesures-là, par exemple. Donc voilà, il faut aussi pousser ce raisonnement-là sur est-ce que c'est la bonne utilisation, quelle est la bonne utilisation de l'argent public, est-ce que c'est la bonne utilisation quand on met autant d'argent public sur le développement de la technologie. Et peut-être pour compléter, donc vous avez présenté ces technologies comme un progrès social. Moi, j'aimerais quand même préciser et amener un petit apport historique. Ces technologies, que ce soit la mécanisation lourde ou que ce soit les pesticides de synthèse et les engrais de synthèse, nous sont un héritage de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a ensuite utilisé et adapté pour nos systèmes agricoles. Mais rappelez ce point-là. Haber-Bosch, les explosifs, c'est les explosifs à la réaction Haber-Bosch. On l'a utilisé pour la fabrication de fertilisants, mais... C'est un débat historique, mais c'est un peu plus ancien quand même. Et pour compléter, sur la question de la pénibilité, quand on voit les taux de suicide actuels dans le milieu agricole, qu'est-ce que ça nous dit de la pénibilité du travail, et qu'est-ce que ça nous dit du progrès, en fait? On a un indicateur qui est quand même assez marquant. On a un taux de suicide qui est quand même effrayant. Est-ce que vraiment on a réussi, grâce à l'ensemble de ces technologies et à ce modèle, à améliorer le bien-être chez les agriculteurs? Si c'était le cas, on n'aurait peut-être pas ces chiffres-là. Et peut-être une dernière chose pour compléter. Il y a un deux poids, deux mesures qui est un peu gênant quand on parle d'un modèle qui s'appuierait sur de la high-tech, sur du numérique, de la robotique, etc. Et quand on parle de l'agroécologie. Quand il s'agit d'agroécologie, d'ailleurs, vous nous avez posé à juste titre la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque en termes de perte de productivité? Qu'est-ce que ça veut dire en matière de rendement? Quels sont les impacts, en fait, de ce modèle-là? Et on nous demande régulièrement d'apporter des preuves des impacts positifs de ce modèle. Et on l'a fait aujourd'hui. Quand il s'agit de raisonner sur un modèle hypothétique, puisqu'il n'est pas, en tout cas de façon très minoritaire, mis en œuvre aujourd'hui sur des hautes technologies, sur du numérique, de la robotique, là, pour le coup, on demande assez peu, finalement, des
des garanties en termes de productivité, en termes de rendement, mais pas que, en termes de qualité de l'alimentation qui va être produite, puisque c'est le sujet aujourd'hui, en termes d'amélioration du revenu et de la résilience économique des exploitations, en termes de conditions de travail, en termes de préservation des ressources environnementales, qui sont les ressources dont on a besoin pour produire. On oublie un peu de le dire, mais ça nous paraît quand même indispensable. Donc il nous semble que là aussi, il y a un rééquilibrage à faire dans ce questionnement-là. Les points ne sont pas inintéressants. Je trouve visent juste. Ce qui montre que le débat agricole est un débat, et de trouver des points, enfin en tout cas de trouver un peu le juste équilibre n'est pas si simple. J'avais une dernière question. Je vous entendais avant de discourir sur l'histoire des productions françaises qui sont très importantes et qui sont destinées à l'exportation. Bon, on pense, enfin, restons sur le sujet des céréales parce qu'il est vraiment emblématique, et du blé. Effectivement, on produit énormément parce qu'on exporte. Moi, la question que je me pose en vous ayant écouté, c'est est-ce qu'au fond, votre discours qui consiste à dire nous avons trop d'exportations vis-à-vis d'un certain nombre de pays et ça a déstabilisé leurs agricultures ou ça les a empêchés de développer des filières, je conteste pas frontalement d'ailleurs ce diagnostic, hein, je ne le conteste pas. Est-ce qu'au fond, ce discours n'est pas mort avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Est-ce que d'une certaine façon, aujourd'hui, l'attitude russe extrêmement hostile vis-à-vis de nos intérêts et l'attitude russe d'utilisation à ciel ouvert de l'arme alimentaire ne nous condamne pas, nous, les démocraties, et notamment la France, qui est une grande puissance céréalière, à continuer à produire énormément de céréales parce qu'au final, nous préférons quand même qu'un certain nombre de pays d'Afrique soient nourris par des céréales françaises qui viennent d'un système démocratique qui a quand même un certain nombre de valeurs, y compris dans sa politique étrangère, que de céréales qui viennent de Russie. Donc comment est-ce que voilà, vous résolvez cette équation? Je pense quand même que l'affaire de la Russie change beaucoup de choses dans ce raisonnement. Je voudrais juste commencer en faisant je reviens sur les céréales après les exports de la France, mais dire que là, on est dans un contexte où aujourd'hui, on a des producteurs et des industriels de volailles en France qui disent qu'ils sont impactés par les exports de l'Ukraine. Donc je veux dire juste... Et donc, enfin, vous ne contestez pas ce principe, et j'en suis très contente parce qu'aujourd'hui, de fait, on a des agriculteurs en France qui se plaignent des conséquences de ce conflit. Et je trouve que ce que montre le conflit et les conséquences de l'attaque russe en Ukraine, c'est qu'il faut justement changer cette logique, et on revient aussi sur comment on démondialise finalement ces systèmes alimentaires et qu'on permet le développement des productions dans les pays. Juste pour dire, on a en parallèle en France, on va avoir une politique qui soutient l'export, et donc typiquement l'export de céréales, et dans le même temps, on a une politique de développement qui a un objectif de soutien des agricultures familiales dans les pays en développement, dotées de manière très très différente. Mais donc ça, ce serait un vrai levier d'action, par exemple, de dire, en fait, il faut qu'on donne plus de moyens, finalement, pour le développement de l'agriculture dans les pays en développement, plutôt qu'ils dépendent de nos exports qui sont eux-mêmes dépendants de la volatilité des prix agricoles. Et donc on se retrouve avec des pays qui, des fois, peuvent payer des factures extrêmement chères pour avoir accès à nos céréales, parce qu'ils en ont besoin à court terme et parce qu'ils n'ont pas de production à moyen terme. Et donc il y a des réponses que la France pourrait amener et qui avaient été discutées d'ailleurs lors du G8 en 2011 et qui n'ont jamais vraiment abouti sur le terrain, mais c'est par exemple de mettre en place des stocks tampons. On disait il y a des pays qui ont besoin d'acheter des céréales, mais qui là le font au gré des marchés internationaux et qui donc, comme je disais, payent une facture énorme. Si ces pays avaient les capacités de pouvoir stocker et d'utiliser ces stocks régionaux d'ailleurs souvent, donc qui permettraient de bénéficier à plusieurs pays, au moment où les prix sont les plus élevés pour pouvoir retirer les grains des stocks et au moment où les cours rebaissent pour pouvoir là, à ce moment-là, remplir les stocks, là on serait dans une logique de développement au service de ces pays et de leur population, sans faire que finalement, ils se retrouvent à être, j'ai envie de dire, les derniers de la chaîne d'impact finalement d'un conflit géopolitique. Et là, on a le contexte de la Russie, mais on sait très bien qu'on a des zones aujourd'hui, d'autres pays qui sont des grands producteurs et qui ont la main sur des grandes
quantité de production de certaines filières, et donc c'est une réflexion en effet qu'il faut avoir. Mais donc là, c'est en effet, je pense, renforcer dans ce cadre-là la politique de développement française plutôt que de renforcer la politique d'export. Et peut-être pour faire le lien avec un autre sujet, grand sujet d'actualité, qui est le sujet de l'immigration, aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus de la faim dans les pays du Sud sont des agriculteurs. C'est ça la réalité. Et donc, c'est aussi eux, par ricochet, de temps en temps, qui prennent les voies de la migration parce que, justement, ils n'arrivent plus à être agriculteurs de façon correcte et à nourrir leur famille, etc. Et donc, en partie à cause de nos exportations. Et donc, le fait de plutôt les encourager avec des politiques d'aide publique au développement, de permettre de créer des ensembles qui se protègent économiquement avec des droits de douane qui permettent de réaugmenter le prix des produits chez eux, participe aussi à réduire les flux migratoires vers l'Union européenne. Donc on voit bien que voilà, le simple fait de dire il y a des gens qui meurent de faim, il faut exporter, en fait, ça pose quand même un certain nombre de problèmes en cascade dans la marche du monde. Oui, peut-être juste pour compléter, donc en fait ce que vous proposez, c'est de maintenir une forme de dépendance plutôt qu'une autre qui soit dépendant des céréales françaises ou européennes plutôt que des céréales russes. En fait, il y a peut-être une troisième voie qui serait de sortir de la dépendance. Et en fait, c'est ce qui est prôné par les pays en question. Je suis très contente que vous citiez les pays africains. Il y a eu quand même pas mal de déclarations au sortir de la crise du blé, de dirigeants de pays africains qui ont fait des déclarations en faveur d'une recherche de meilleure souveraineté alimentaire, comme on le fait ici chez nous, en s'étant rendu compte des impacts en fait, de leur dépendance au marché mondial, aux fluctuations et à la volatilité des prix sur ces marchés et de l'impact que ça pouvait avoir sur leur population. Durant le deuxième trimestre 2022, on a eu quand même des prix du blé qui ont explosé, qui se sont traduits par des prix des importations pour ces pays-là qui ont plus que doublé. Et un exemple qu'on cite aussi régulièrement, par exemple au Liban, le prix du pain a augmenté de 70%. Donc quand vous avez des populations qui consacrent, des ménages qui consacrent plus de 50% de leur budget à l'alimentation, et que ce budget-là, il double, vous voyez bien qu'à un moment donné, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc ce qu'on se souhaite pour nous, à l'échelle nationale, d'être plus souverain, d'avoir moins de dépendance, en fait, à un moment donné, si on veut être cohérent, il faut aussi le souhaiter pour les États avec qui on commerce. Et c'est au-delà de ça, au-delà de l'enjeu de cohérence, c'est aussi une question de géopolitique et de quelle relation on veut avoir avec nos partenaires commerciaux. Est-ce qu'on veut avoir une relation un peu agressive où on veut maintenir une mainmise grâce à l'alimentation comme arme géopolitique et grâce à nos exportations à bas coût, ou est-ce qu'on veut avoir des relations géopolitiques un peu plus saines sur un échange plus juste et plus équitable? Et peut-être une dernière chose, je me demande si on serait aussi enclin à exporter nos céréales dans ces pays-là s'ils ne bénéficiaient pas en amont des aides de la PAC. Écoutez, merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Nous suspendons quelques minutes et on se retrouve à 18h30 pour la dernière audition de la journée. Merci beaucoup.